Ok, bonjour à tous. Je crois qu'il est à peu près pile l'heure, on va pouvoir commencer. Merci d'être venu assister à cette présentation. J'ai regardé un petit peu le programme de tout ce qui vous était présenté aujourd'hui. On vous a parlé beaucoup de technologie, on vous a parlé beaucoup de problématiques de services, de produits, de développement. On a abordé aussi les questions d'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX. Moi, je souhaitais vous parler de cette thématique-là en prenant un tout petit peu de recul, en se posant la question moins sur le produit tel qu'il va être conçu, mais le service lui-même, le service humain. Et donc, pour une présentation que j'ai intitulée « Mon client ne comprend rien », ce qui est sans doute quelque chose que vous avez déjà dû entendre ou que vous-même avez-vous pu dire de nombreuses fois. Et en s'interrogeant si finalement, quand on se pose cette question-là, ou qu'on dit cette chose-là, mon client ne comprend rien, est-ce que finalement, c'est pas surtout révélateur du fait qu'on ne comprend rien, nous, à nos clients? Et donc, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut mettre en place un processus d'amélioration de l'expérience utilisateur pour améliorer les relations humaines. Alors, je vais commencer par une petite vidéo que vous avez peut-être déjà vue, qui est très connue. Je vous laisse la savourer. Our company has a new strategic initiative to increase market penetration, maximize brand loyalty, and enhance intangible assets. In pursuit of these objectives, we've started a new project for which we require 7 red lines. I understand your company can help us in this matter. Of course. Walter here will be the project manager. Walter, we can do this, can't we? Yes, of course. Anderson here is our expert in all matters related to the drawing of red lines. We've brought him along today to share his professional opinion. Nice to meet you. Well, you all know me. This is Justine, our company's design specialist. Hello. We need you to draw 7 red lines, all of them strictly perpendicular, some with green ink and some with transparent. Can you do that? No, I'm afraid... Let's not rush into any hasty answers, Anderson. The task has been set and needs to be carried out. At the end of the day, you are an expert. Bon, vous voyez le regard là de l'expert qui regarde son chef de projet. Ben voilà, c'est un peu le sentiment qu'on a tous quand on se retrouve face à ce type de problématique. Alors, qu'est-ce que cette vidéo met en exergue comme différents problèmes? Alors, on a un client qui a une demande qui est, pour le coup, techniquement complètement infaisable. Alors ça, ce sont des choses qui arrivent. Des clients qui ont une représentation de ce qu'ils souhaiteraient, qui vous l'expliquent, et quand ils vous l'expliquent, vous vous rendez compte que peut-être que dans 20 ans, on y arrivera, mais aujourd'hui, on est à des années-lumière de pouvoir le faire. Des lignes rouges avec de l'encre transparente, à mon avis, même dans 20 ans, on n'y arrivera pas. On a un chef qui survend. En même temps, le chef, il est là pour ça, pour survendre. Un chef de projet qui survend. Et on a surtout un responsable technique qui est complètement paumé au milieu de tout ça. Alors, ce responsable technique, c'est lui qui souvent, c'est vous, c'est moi, qui va être amené à dire toutes ces choses-là. C'est le problème finalement de quasiment tous les concepteurs autour de la planète. Mon client me demande des choses qui sont complètement infaisables, complètement impossibles. Mon client ne comprend rien à ce que je suis censé lui apporter. Mon client pense mieux connaître mon métier que moi. Mon client ne veut pas entendre mes arguments. Donc tout ça, c'est des choses que vous avez sans doute pensé plein de fois. Il y a tellement de monde qui se sont mis à penser ces choses-là que ça s'est même constitué en communauté. Alors il y a par exemple le site Clients from Hell, qui regroupe des témoignages de clients, de cas de concepteurs qui sont face à des clients qui ne comprennent pas, qui ont des demandes absurdes, qui leur font vivre un enfer. Et puis nous, il y a quelques années, on s'était pas mal rapproché de la communauté des designers de Bordeaux quand on a créé notre activité, dont je vais dire un petit mot. Et on les entendait en permanence nous faire des commentaires du même type. Alors on avait créé avec eux une page Facebook qui s'appelle les designers dépressifs, dont le slogan c'est « Le noir nous va si bien ». Et donc le but c'était que ça soit une plateforme un peu cathartique où tout le monde puisse venir témoigner de son mal-être avec les clients. Alors un petit mot quand même pour me présenter, je m'appelle Semidini, je suis cofondateur de la société Akiani, je suis le directeur associé aujourd'hui. Avant ça, j'ai un doctorat en ingénierie des facteurs humains. Ce que ça signifie, c'est que moi, mon métier, je suis pas graphiste, je suis pas designer, je suis spécialisé dans la compréhension des comportements humains, la compréhension de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs capacités, de leurs limites. Alors tout ça aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on décline au sein de notre structure, qui est une structure qui a été créée en 2013. Aujourd'hui, on est 11 et on est situé à Bordeaux, à Lyon et à Paris, où on a des établissements.
Et donc, ce qu'on propose à nos clients, c'est ce qu'on appelle de l'expertise humaine, c'est-à-dire la capacité à faire évoluer, à adapter des systèmes en place dans des environnements où il peut y avoir des enjeux critiques de sécurité, par exemple, donc comme l'aérospatiale, le domaine des transports, la santé, l'énergie, enfin, voilà. Et on va travailler beaucoup dans cette industrie-là avec des acteurs comme Dassault, Safran ou encore Airbus. Et puis, on a un axe qui est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, dit d'expérience utilisateur, où on va vraiment travailler à améliorer l'expérience utilisateur pour, alors dans le domaine du web, des applicatifs mobiles, de toutes ces choses-là. Mais l'idée, c'est donc de concevoir des systèmes qui soient en adéquation avec ce grand concept aujourd'hui d'expérience utilisateur. Alors, bon, il y a déjà eu plein de présentations autour de ça, alors je me suis dit que je n'allais pas vous imposer une énième métaphore sur ce qu'est l'utilisabilité et ce qu'est l'expérience utilisateur. Mais juste pour remettre les choses à plat, pour des fois qu'il y en a qui n'aient pas du tout vu de présentation sur l'UX aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on appelle une démarche d'amélioration de l'UX? C'est de créer ou d'améliorer des produits et des services pour qu'ils soient, alors au départ, pour qu'ils soient plus utiles. Bon, typiquement, quand on invente la machine à café, ben, c'est juste pour pouvoir produire du café. C'est très beau, mais c'est pas très utilisable. Quand on arrive dans les années 60-70, qu'on a la capacité de faire des appareils qui sont plus simples d'usage, on arrive à faire des objets qui sont plus utilisables. Mais moi, un truc aussi moche que ça, je ne le veux pas dans ma cuisine. Et donc aujourd'hui, on va essayer de travailler à ce que ça soit non seulement utile, ça fait du café, que ça soit utilisable, c'est simple à utiliser, mais qu'aussi on ait une expérience d'usage qui soit la plus mémorable, la plus désirable possible. Et donc on va avoir Georges Clooney qui va venir nous faire du café dans la cuisine, ce qui fait fort plaisir à ces mesdames et beaucoup moins à ces messieurs. Donc c'est vraiment ça la conception et l'amélioration de l'expérience utilisateur. Et donc améliorer l'expérience utilisateur, en fait, ça revient fondamentalement, si on réfléchit d'un point de vue psychologique, à deux choses. Tout d'abord, résoudre un problème de communication et donner du plaisir à interagir. Alors, plus aucun rapport avec Georges Clooney. Le problème de communication, c'est qu'on a un système qui est capable de générer des données, et ça, pour le coup, c'est en mode boîte noire, et c'est pas une communauté de développeurs que je vais apprendre ces choses-là. On a une interface entre les deux qui va transformer l'information qui est complètement inintelligible en une information qui est compréhensible, et on a un utilisateur qui va essayer tant bien que mal de comprendre ce que la machine essaye de lui expliquer, et qui va essayer tant bien que mal de lui faire passer des messages lui aussi. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en plus, on peut avoir du bruit sur le signal. Typiquement, quand on est dans les transports en commun, le bruit, ça peut être que la luminosité n'est pas terrible, que on bouge, que voilà. Et donc tout ça, ça va faire que on va moins comprendre ce que la machine essaye de nous dire et que la machine va moins comprendre ce qu'on essaye de lui dire aussi. L'interface ne se fait pas très bien, l'interaction marche pas très bien, l'expérience utilisateur n'est pas très bonne. Mais du coup, fondamentalement, la démarche d'amélioration de l'expérience utilisateur, c'est pas du tout une démarche qui relève strictement du digital, parce que le métier d'un designer d'expérience utilisateur, c'est de créer des expériences utilisateurs. Et donc, du coup, ça va être un mélange de compétences techniques et de compétences non techniques qui vont toutes s'intéresser à un même objet, l'homme, l'utilisateur. Alors du coup, un bon designer, un bon UX designer, sa première caractéristique, c'est d'abord qu'il a un joli collant V bleu, ça c'est très important, et une barbe. Parce que sinon c'est pas un bon UX designer. Moi je fais ce que je peux, mais voilà, c'est la nature ces choses-là. Mais surtout, donc, parmi ces compétences techniques et non techniques, ça va demander de l'empathie, ça va demander à savoir faire des tests d'abord qualitatifs et également des tests quantitatifs statistiques, ça va demander à pouvoir visualiser les données, communiquer autour de ces idées avec l'ensemble des parties prenantes, avoir une connaissance profonde des mécanismes cognitifs, des mécanismes de comment ça se passe dans la tête d'un utilisateur, et donc connaître la psychologie, l'ergonomie, les bases des interactions M-système, et puis ça va beaucoup procéder de manière itérative. Et du coup, quand on met en place ce type de démarche-là, ce à quoi on arrive comme conclusion, c'est que d'une part, on peut améliorer, concevoir des expériences digitales. Alors ça, c'est ce qui semble aujourd'hui le plus naturel. Quand on parle du UX, on pense UX digital. Ça va permettre de travailler sur des systèmes beaucoup plus complexes. Ça, c'est le cockpit de l'Airbus A400M sur lequel nous, on a travaillé dans une démarche d'amélioration de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur. Donc on est sur des systèmes qui sont beaucoup plus complexes. On va pouvoir, pourquoi pas, créer des accélérateurs de particules si on a 1 heure ou 2 à sacrifier à des cours de physique le soir et le week-end. On va pouvoir transformer des organisations, puisque finalement un système de personnes, ça reste un système et on cherche à améliorer l'interaction et le plaisir d'interaction, donc on peut améliorer des organisations. Et puis on va pouvoir travailler à
digitaliser des services et les rendre plus modernes et plus dans l'air du temps. Alors si on en revient à notre problème initial, c'est nos clients qui ont des demandes impossibles, qui comprennent rien, qui ne nous comprennent pas et qui ne comprennent rien en général. Et finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un problème d'expérience utilisateur de base. C'est-à-dire qu'on a d'une part un système en mode boîte noire, boîte noire avec des guillemets, un UX designer qui essaye de s'exprimer et de faire passer un message à un client qui souhaite lui aussi communiquer avec lui. Et finalement, quand on y pense, on a voilà, deux objectifs qui sont concurrents, un vrai travail de communication à faire. D'une part, quelqu'un qui essaie de promouvoir un service et de proposer un service avec beaucoup d'amour, et d'autre part, un client qui cherche évidemment à rentabiliser le plus possible son investissement. Mais on est dans un pur problème d'interaction, de communication. Et puis, si possible, ça serait bien que cette interaction et cette communication se fassent avec le plus de plaisir possible. Alors du coup, vous vous dites, c'est bien cool tout ça, mais on fait comment? Alors nous, dans notre métier, la base, comme je l'explique, la base de la démarche d'expérience utilisateur, c'est une base qui va être, c'est une démarche qui va être centrée sur l'homme, qui va être extrêmement itérative, et donc ça, par exemple, c'est un modèle de cycle de conception centré sur l'utilisateur, de cycle de conception UX. Alors, il y en a plein. Celui-là, c'est l'un des plus récents à avoir été publié, où on va commencer par une phase de planification de comment la mission va se passer. Bon, jusque-là, rien de très original. On va avoir une démarche d'exploration pour essayer de recueillir quels sont les besoins réels des utilisateurs. Donc là, on travaille en boucle directe avec eux. Puis, on va passer à une phase dite d'idéation, de brainstorming, de génération d'idées de conception. Une fois que cette boucle-là a été réalisée, on passe à la génération, c'est-à-dire qu'on conçoit, on forme des solutions qui répondent aux besoins qui a été capitalisé. Et puis enfin, on va évaluer ce qui a été réalisé avec les utilisateurs pour essayer de voir si ça correspond bien aux besoins qu'on avait identifiés au départ. Et puis on reboucle. On est sur quelque chose de très très itératif. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de se poser la question de est-ce qu'on est capable d'appliquer un cycle de ce type-là à la production de services, à la prestation de services? Est-ce que la prestation de service, c'est un service comme les autres et on est capable de l'améliorer de façon centrée sur l'utilisateur? Alors comme toute mission, en tout cas dans notre domaine, et j'ai pas de doute que ça va être dans le vôtre aussi, tout commence par un brief. C'est-à-dire qu'on prend rendez-vous avec les parties prenantes et l'ensemble des parties prenantes nous fournissent les inputs. Alors on a d'une part là l'UX team, donc les concepteurs qui nous font leur retour, dont on a déjà parlé. Mon client est pas content, il comprend pas, machin, tout ça. Donc ça, c'est le support qui a fait remonter ces informations-là. C'est du vrai retour d'expérience. Et puis on a d'autre part un client qui dit parfois, moi je suis pas complètement satisfait. Et donc pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté du tout, encore une fois, cette UX team propose un service comme n'importe quel service. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, voilà, on va en faire un smartphone hipster, comme ça la métaphore sera complètement filée. Alors développons un petit peu notre cycle de conception. La première étape, je vous l'ai dit, c'est l'étape de planification de la démarche. Alors comment ça se passe? On commence par définir le périmètre, parce qu'on a un client qui est venu nous voir en nous disant les clients sont pas contents, ça se passe pas bien, il faut améliorer les choses. Nous on vient nous voir en nous disant l'application mobile elle se passe pas bien, on a des utilisateurs qui sont pas contents. Ok, mais bon, il faut quand même définir un minimum le périmètre, on n'a pas 2 ans devant nous, donc on va essayer de comprendre quels sont les points les plus problématiques. De ce qui nous a été dit jusque-là, on reformule la demande sur la base de notre expertise et de notre compréhension de la problématique jusque-là. Et donc, ce qu'on identifie, c'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est améliorer les points de contact avec le service qui est proposé. D'une part, en améliorant la compréhension du domaine de compétences, des attendus de la part du client et des livrables qu'on va lui fournir. Et d'autre part, nous, de notre côté, en améliorant notre compréhension de son besoin. Donc c'est quelque chose qui doit se faire dans les deux sens. À la fois, le client doit mieux nous comprendre et à la fois, on doit beaucoup mieux comprendre notre client. Alors si on définit le cadre d'intervention, ce qui sera fait, ça c'est impératif aussi, on ne va pas identifier l'ensemble, encore
Encore une fois, on n'a pas la vie devant nous. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord identifier les points de friction entre le service et le client. On va faire émerger les besoins et attentes de ce client et on va essayer de proposer une offre de service qui réponde aux besoins et aux attentes. Donc là, ça, c'est un objectif qui est très clair. Ce qui est tout aussi important, c'est de définir ce qui ne sera pas fait. C'est-à-dire que typiquement, si le client se plaint du fait que c'est trop cher, on peut faire une étude de marché ensemble si vous voulez, mais moi je ne vais pas pouvoir beaucoup plus vous aider, quoi. Si vous espérez que je vous aide à rendre 100% de vos clients heureux, ça va pas être tellement plus possible. Je suis pas Amélie Poulain. Rendre 100% des gens heureux dans la vie, j'aimerais beaucoup le faire, mais ça va me prendre un petit peu de temps. Donc ça fonctionnera pas. 99,9, on y arrivera peut-être. Quels sont les points de contact qu'on va étudier par rapport au service? Alors comment ça se passe le service? On commence à rencontrer, on a un prospect qui vient nous voir, c'est un premier rendez-vous, puis on lui émet un devis, le devis se signe, youhou, on fait péter le champagne. Ensuite, il va y avoir plein d'échanges avec le client, c'est tous nos points de contact. Nous, on va travailler de notre côté, il va travailler du sien, et puis on va se rencontrer plein de fois. Et puis comme on a plein de moyens maintenant pour pouvoir se contacter, ça va être chouette, on va pouvoir s'appeler plein de fois, tout le temps. Un peu trop. Et puis après, la mission va se terminer, puis on va lui restituer ce qu'on a fait, et puis il va être hyper content, et puis nous on sera un peu fatigué, on va livrer tout ça, et puis après on va le facturer, et puis ça sera l'inverse, lui il sera pas très content, mais nous oui. Donc première étape de la mission, c'est le recrutement des utilisateurs, identifier notre cible. Voilà, vous développez des applications, vous avez identifié votre cible, nous c'est pareil par rapport aux services qu'on propose. Alors les utilisateurs, c'est qui ? Ce sont nos clients aujourd'hui. Alors nos clients, il faut se poser la question, quelles sont leurs différences en matière de segmentation? Il faut qu'on essaie de réfléchir, qu'est-ce qui les différencie en termes de besoins, en termes d'attentes? Et ce dont on se rend compte, c'est que typiquement, en fonction du type de structure d'où ils proviennent, on va avoir des besoins qui sont très différents. Les startups n'ont pas les mêmes besoins que les PME et les ETI ou que les très grands groupes. En fonction du profil, le chef d'entreprise n'a pas le même besoin que le responsable achat ou le chef de projet, ou le responsable technique. Et enfin, la dernière dimension qui nous semble segmentante comme ça à première vue, c'est les connaissances techniques par rapport à nous, ce qu'on peut lui proposer. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il est expert du service qu'on peut lui donner? Est-ce qu'il a des connaissances en UX ou pas du tout? Est-ce qu'au moins il a des connaissances en digital? Voire, ça se trouve, il n'a pas du tout de connaissances dans le domaine et il pense qu'on est de la poudre de perlimpinpin et que grâce à nous, il va devenir très riche. Parfois, ça arrive, c'est très rare. Donc, on arrive à la fin de cette première phase de planification. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire émerger? On a d'abord reformulé la demande. Alors, il s'agit d'identifier les problèmes de compréhension avec les utilisateurs et de proposer une solution qui améliorera notre service. Et puis, on a identifié des cibles d'utilisateurs qui vont nous permettre d'aller échanger avec de vrais utilisateurs en environnement réel. Nous, notre matériau, c'est l'utilisateur. C'est ce qui nous permet de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer les choses. Ok, fin de la première étape. On passe à la deuxième étape qui est l'étape d'exploration. Alors on a bien cadré le périmètre, donc c'est très clair. On va pouvoir se lancer dans la phase où on va essayer de recueillir les besoins des utilisateurs pour essayer de faire émerger comment on peut améliorer les choses. Identifier les situations qui sont problématiques, essayer d'améliorer, sortir des idées pour améliorer les choses. Et donc la méthode qu'on met assez classiquement en place, c'est une méthode d'observation. C'est une démarche qui provient de l'ethnographie, c'est-à-dire qu'on va aller voir les utilisateurs, ça c'est hyper important, à différentes phases d'interaction avec le produit ou le service. C'est-à-dire qu'en fonction des moments où l'utilisateur va interagir avec le produit ou service qu'on lui fournit, il ne va pas avoir les mêmes besoins, il ne va pas avoir les mêmes attentes, et donc il faut à tout prix qu'on identifie quels sont ses besoins et ses attentes à chaque étape. Alors du coup, on va dérouler une vie de projet, comment ça se passe. Alors la première observation, c'est le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, on a un client qui vient nous voir, il est un peu interrogatif, il se pose des questions, il se dit que l'UX c'est sympa, mais il sait pas trop quoi en penser. Et puis nous, évidemment, on lui déclare plein d'amour parce qu'on a très envie qu'il nous fasse un gros chèque, parce qu'on a très envie d'aller s'acheter un bateau dans les Maldives. Non, ça coûte pas aussi cher que ça. Mais dans les faits, ça ressemble un peu à ça, quoi. C'est-à-dire que chacun essaye de présenter son meilleur jour, et puis on se ment un petit peu. La deuxième étape, c'est la première réunion, où là, c'est plus une unique personne qui a identifié un prestataire, c'est l'ensemble des personnes qui vont être directement concernées, donc en général, la plupart des parties prenantes qui sont impliquées, et où là, on commence à converger un petit peu, c'est la deuxième réunion, donc on sait qu'on va pouvoir choper, et non, ça se passe pas comme ça non plus, et donc on essaie de converger vers une solution.
Et puis là, on est tous très heureux parce qu'on se rend compte qu'on va pouvoir parcourir un petit bout de chemin ensemble. Et voilà, ça ressemble un petit peu à ça. C'est le début d'une belle idylle. À ce moment-là, c'est voilà, le chemin de pétales de rose. Bon, à ce moment-là, il y a le premier accro. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut quand même parler des questions qui fâchent. Il faut parfois parler un peu de pognon, ça arrive. Et donc, d'un seul coup, toutes les belles promesses et notre client qui se disait chouette, ça va être merveilleux, ça va pas me coûter un rond, il se rend compte qu'en fait, les meilleures choses ont une fin et qu'il va falloir sortir le portefeuille. Et donc, nous, on lui dit, il va falloir dépenser un peu de sous. Et lui se dit, ah ben mince. Effectivement, ça aurait été mieux si ça avait été gratuit. Quand je vais chez la boulangère, c'est un peu pareil. Et dans les faits, du coup, voilà, c'est le premier point d'accro, quoi. C'est que le client commence un peu à bouder, mais c'est pas grave. Comme il est quand même content et qu'on l'a bien motivé, il finit par signer. Donc le projet se lance. Et alors là, c'est la première déception, mais dans le sens inverse, quoi. C'est-à-dire que la lune de miel, elle se termine assez rapidement. On s'est fait plein de belles promesses. La première belle promesse la première ombre au tableau, c'est quand on a parlé d'argent. La deuxième ombre, c'est quand on rentre dans le vif du sujet, où on se rend compte qu'en fait, le client, il a fait plein de promesses, il imaginait plein de trucs, et puis il est retourné voir ses chefs, et les chefs lui ont dit « Ah non, mais tout ça, c'est pas du tout possible, hein, t'as complètement fumé. » Et donc, du coup, première réunion, le projet démarre, et là, c'est un peu dans le sens inverse, c'est la première désillusion pour nous, où on se rend compte que finalement, le projet, ça va pas être qu'une partie de plaisir. Et ça ressemble un peu à ça. Donc on essaye de pas trop faire la gueule, mais bon, on est quand même pas très content et on rentre au bureau et on raconte ça aux collègues et ils se foutent bien de notre gueule parce que ça leur est arrivé la dernière fois et on pensait que ça nous arriverait pas cette fois-ci. Et puis on commence à travailler et on commence à itérer sur le design et on fait une première proposition au client qui nous avait dit que lui il voulait pas trop s'impliquer dans le projet et qu'il nous laissait parce que c'était nous les experts. Et puis voilà, et puis à ce moment-là, on l'a bien cru. Et puis en fait, on en arrive à la 182e itération pour savoir si le bouton il doit être bleu ou rouge, et qu'on lui explique depuis la 182e fois que c'est pas notre métier de faire ça à ce moment-là, mais il en a strictement rien à foutre. Lui, il veut du rouge. Et donc du coup, là, ça commence à devenir très compliqué. En termes de gestion de projet, on commence à être un poil noyé sous les moyens de communication, entre le client qui appelle à longueur de journée, les mails qui s'entassent et tous les échanges. Ça commence à devenir un peu compliqué. Et puis vient la restitution, le moment où le projet s'est bien passé finalement, et puis il faut aller présenter ça à l'ensemble des parties prenantes, les clients ont plein de questions, plein de questions, et nous on essaye d'avoir des réponses de temps en temps. Mais dans les faits, ça se passe plutôt comme ça. On a un client qui râle, qui pleurniche parce que lui, il aurait aimé qu'on fasse 10 fois plus pour 10 fois moins. Et puis nous, on se retrouve un peu dans cette situation-là. Oh là, il y a un petit problème de son. Je sais pas si vous arrivez à lire sur les lèvres. Je passe. Là, il en est à l'étape où il attend même plus qu'on lui pose des questions, il passe d'office. Hein. Voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Mais malgré tout, on est tous quand même très heureux et arrive le dernier point de contact ensemble où il est temps de reparler des choses qui fâchent un peu et c'est à nous de reparler à nouveau de pognon à ce moment-là. Et c'est l'étape de la facturation. Et dans les faits, ça se passe un petit peu comme ça. Donc on a fait l'ensemble des observations et ce qu'on a détecté, c'est que le projet ne se passe jamais comme on avait prévu, que entre le moment où on se fait des grandes déclarations d'amour et le moment où les projets commencent, on a des différences qui sont assez importantes, qui sont difficiles à maîtriser mais qui sont assez importantes. Il y a des moments d'incompréhension, qu'il y a des plannings qui glissent, qu'il y a des clients qui deviennent plus exigeants, moins exigeants, plus impliqués, moins impliqués. Bref, on observe que dans la vie du projet, il y a plein de variabilités et d'éléments qui sont des points de friction fondamentaux dans les points de contact. Et du coup, on va essayer d'aller creuser en menant des entretiens, ce qu'on appelle des entretiens utilisateurs. C'est-à-dire que
En complément de l'observation, on va aller voir les utilisateurs et on va les interroger sur l'expérience qu'ils ont vécue, l'expérience elle-même, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Et alors du coup, ce qu'ils nous disent, c'est mais faire de l'UX, c'est faire du graphisme, non? Alors, s'il y a des UX designers dans la pièce, ils savent bien que faire de l'UX, c'est aussi faire du graphisme, mais c'est pas que faire du graphisme. Mais faire des wireframes, c'est nous montrer à quoi va ressembler le produit final. Et les wireframes, c'est faire des maquettes qui sont en fil de fer et qui ressemblent pas du tout au produit final, mais pas du tout, du tout. Et puis, on a ceux qui nous disent derrière, le problème, c'est qu'on a eu des difficultés à implémenter derrière. Et nous, on est bien embêtés dans cette situation-là, parce qu'on savait pas du tout c'était quoi leurs contraintes qu'ils nous avaient pas données au départ. Et puis ils nous disent on est désolé, le planning a glissé, c'était pas vraiment de notre faute. On a eu des moments où la communication a été un peu compliquée. Et puis ça aussi, moi j'aime beaucoup. C'est intéressant, mais on avait imaginé le résultat autrement. Vous aviez qu'à le faire tout seul. Et le dernier, c'est on avait espéré plus ou moins d'interaction avec vous. Et ça, c'est pareil. Moi, j'ai ma machine à lire le marc de café en ce moment qui est un peu en panne, et du coup, c'est pas évident, quoi. Bref, du coup, on arrive à l'issue de tout ça en se disant on a identifié plein de points et on a identifié le fait que en matière de communication, il y a souvent des choses qui sont problématiques, c'est-à-dire qu'on ne se comprend pas, on ne comprend pas toujours nous le besoin, on a beau poser les questions au départ, comme les choses évoluent, c'est très compliqué. Il faut qu'on assure la lisibilité, la compréhension du besoin et l'évolution du besoin pendant toute la vie du projet. Que en matière de compréhension de ce qu'on est, d'explication, d'explicitation de ce qu'on est capable de proposer, il faut aussi qu'on soit beaucoup plus clair. Il faut que le client ait une vision beaucoup plus claire de ce qu'on est capable de lui proposer. Et du coup, voilà, on a tout un tas de petits points qui vont être qu'on va pouvoir améliorer et qui vont faire l'objet d'une réflexion pendant la troisième étape. Et du coup, la troisième étape, c'est l'étape d'idéation. C'est-à-dire qu'on a fait émerger ce besoin, on a plein de points dont je viens de parler qui peuvent être améliorés. Et donc, c'est le moment où on se met autour de la table et qu'on essaye de formaliser ces choses-là, de faire émerger des idées nouvelles, d'innover. On est vraiment dans le brainstorming et la génération d'idées. La première méthode qu'on met en place pour cette génération d'idées, c'est ce qu'on appelle la méthode des personas. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en marketing, c'est sans doute une méthode qui vous parle à vous aussi. L'idée, c'est d'essayer de modéliser des stéréotypes d'utilisateurs, des profils types, pour se faire une représentation des besoins spécifiques pour chacune de ces cibles principales. Alors du coup, on met en place cette méthode-là. Et à quoi on arrive comme conclusion? Alors la première, c'est déjà on identifie des compétences, des caractéristiques qui sont différenciantes, qui sont segmentantes en termes de besoins. C'est-à-dire qu'on en a parlé tout à l'heure, la connaissance en matière d'UX, c'est une compétence qui est segmentante. En fonction de si la personne connaît beaucoup l'UX ou pas du tout, il va falloir lui expliquer plus ou moins ce qu'on est capable de lui proposer comme service. Si elle est extrêmement préoccupée ou au contraire pas du tout par son portefeuille, il va falloir l'accompagner plus ou moins sur les questions de consommation du budget et éventuellement de résultats par rapport à ça. En matière d'organisation aussi, il va y avoir des différences qui sont fondamentales. On a des clients qui ont un besoin en termes organisationnels qui est très important parce qu'ils sont dépendants eux-mêmes d'autres prestataires, et puis on en a d'autres qui sont complètement flous. Donc ça veut dire que si on a besoin de rassurer, d'être dans une démarche de réassurance, la question organisationnelle, elle est fondamentale. Et puis il y a le dernier critère qui est tout aussi important, c'est l'implication personnelle. Parce qu'en fonction de si la personne est très impliquée affectivement, émotionnellement dans son produit, dans son projet, il va falloir pareil, la rassurer, lui construire une expérience qui sera plus adaptée. Alors donc le premier stéréotype, le premier persona, c'est le responsable achat. Alors le responsable achat, je ne sais pas si vous êtes amené à interagir régulièrement avec ce type de profil-là. Moi, c'est mon cas. Lui, il a une préoccupation dans la vie, c'est qu'il faut que ça coûte le moins cher possible. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses, mais moins ça coûte cher, mieux c'est. Et puis il faut que ça soit fini dans les temps. Alors du coup, il a 2 sur 4 parce qu'à la limite, comment ça se passe entre les deux, comment on se débrouille au niveau du planning, c'est pas grave, mais il faut que ça soit pas cher et il faut que ça se finisse dans les temps. Le deuxième profil, c'est la start-up. Alors c'est une jeune entreprise innovante, ils sont dynamiques, ils connaissent bien le domaine de l'UX parce qu'ils sont assez renseignés sur la question. Ils n'ont pas encore internalisé la compétence, mais voilà, ils savent bien comment ça se passe. Du coup, ils ont quand même une vision assez précise de ce qu'ils attendent. Ils ont une préoccupation financière qui est moyenne parce que la moitié du pognon vient de la région et de BPI, donc c'est pas très grave. Il y a des gens qui travaillent pour des start-up ici.
L'implication personnelle, elle est au max, parce que c'est leur projet, c'est leur bébé, et donc du coup, ils vont être au taquet pendant tout le projet pour le suivre. Et la préoccupation organisationnelle, alors, sans faire de généralité trop caricaturale, en général, c'est un peu la fête du slop au niveau du planning. Le troisième profil, c'est la chef de projet. Alors pourquoi la chef de projet? C'est parce qu'il fallait bien une femme dans le lot. Du coup, elle est là pour piloter les choses de manière un peu macro. Alors voilà, elle a une préoccupation financière qui est quand même assez importante, mais elle n'est pas à regarder les sous en permanence. Elle a une préoccupation organisationnelle qui est relativement importante aussi, mais c'est pas elle qui fait le micromanagement, donc c'est pas très grave. Elle a une implication personnelle. Voilà, elle aimerait bien que les choses se passent pas trop mal quand même, qui est moyenne, et elle a une connaissance de l'UX qui est pour le moins approximative, c'est-à-dire qu'elle sait bien que ça pourrait servir à quelque chose, et puis on n'arrête pas d'en parler au journal de TF1, mais elle sait pas trop à quoi ça sert d'autre. Et enfin, le tout dernier profil, c'est le responsable technique, qui lui pilote le projet de manière micro, qui a une préoccupation organisationnelle qui est au maximum. Il faut qu'il fasse hyper attention à ce que ça soit délivré dans les temps, parce qu'il a une équipe derrière qui doit développer, qui doit assurer les choses. Donc il est très précis à ce niveau-là, il a des attentes qui sont fortes. Il suit les choses, les évolutions dans le domaine de l'UX de relativement près. Donc du coup, il a une connaissance qui est quand même relativement bonne, une implication personnelle qui est assez importante aussi. Et la question du pognon, c'est pas ses sous, c'est pas lui qui gère. Voilà, on a tous ces profils-là et on a fait émerger déjà des catégories un peu globales de besoins. Et du coup, l'étape qui va suivre derrière, c'est comment est-ce qu'on va faire converger ces profils avec nos besoins. Alors du coup, c'est l'étape suivante, c'est l'étape dite de parcours utilisateur. Alors la conception d'un parcours utilisateur, c'est modéliser toutes les étapes par lesquelles les utilisateurs vont passer. Et l'important, ça va être de croiser ces étapes par lesquelles les utilisateurs vont passer avec des facteurs qui vont nous permettre de concevoir. Il faut que ça soit un support qui soit pensé pour la conception. Donc on va croiser ça avec, par exemple, les émotions, avec les besoins, avec les attentes. Voilà, à chaque point de contact. Alors du coup, plutôt qu'un long discours, une illustration, ça sera beaucoup plus clair. Ça, c'est l'experience map qu'on a préparé pour ce cas d'étude-là, donc le parcours utilisateur. Alors, la vue d'ensemble. D'abord, à gauche, vous avez un joli cactus. Hyper important, le cactus. Toujours en mettre un. Deuxième étape, donc vous avez le découpage par phase. Donc, on a l'avant-vente dont on a parlé pendant le projet et après le projet. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai peut-être pas suffisamment insisté depuis le début de la présentation, mais cette dimension avant, pendant, après en matière d'expérience utilisateur, elle est fondamentale. C'est-à-dire que quand on conçoit un produit, on a tendance à penser le moment où on est en train d'interagir directement avec le produit ou directement avec le service. Là, on est donc dans cette étape-là. Mais avant que l'utilisateur utilise votre service, il va avoir des points de contact avec celui-ci, via la publicité, via le bouche à oreille, via l'App Store, via des sites internet, via plein de choses différentes en fait. Il va être dans une démarche qu'on appelle la démarche d'onboarding, c'est-à-dire que progressivement, vous l'amenez à utiliser votre service et vous lui expliquez ce que ce service peut lui apporter et en quelle mesure il faut qu'il l'utilise. Et donc du coup, il est impératif de penser l'interaction avec votre service avant l'interaction elle-même. Donc on est bien dans la démarche d'avant. Et puis une fois qu'il a terminé d'utiliser votre service, une fois qu'il a fermé l'application, pour autant son expérience avec votre service, elle n'est pas terminée. Parce qu'il va en parler, parce qu'il va continuer à y penser, parce que potentiellement, vous pouvez l'amener à revenir utiliser ce service. Et donc cette dimension-là, après l'utilisation avec le service, elle est tout aussi importante que l'avant et le pendant. Donc on va essayer de penser les choses de manière un peu segmentée comme ça, avant, pendant, après. Alors si on rentre un peu donc dans la vision macro, on a donc une description de chacune des phases. Alors là je vais vous montrer, là ce sont les moyens d'interaction, on va zoomer dessus tout de suite, ça va être beaucoup plus clair. Là il y a toutes les étapes par lesquelles on passe, quelles sont toutes les étapes micro. Ici vous retrouvez les personas dont je vous parlais, ce qui va nous permettre par rapport à chaque phase de mettre en regard les besoins particuliers, les attentes particulières de chacun des profils pour nous assurer qu'on répond bien aux besoins de tout le monde à chaque étape. Et enfin, on va avoir quelque chose qui est de l'ordre de la courbe émotionnelle, c'est-à-dire essayer d'évaluer comment est-ce que, d'un point de vue investissement, implication personnelle, affective, nos parties prenantes se sentent, et du coup, quels sont les points de douleur, les points de friction particuliers qu'il faut identifier, et sur lesquels, éventuellement, il faudra à ce moment-là lui envoyer un paquet de chamallows ou des fleurs pour qu'il se sente beaucoup mieux. Alors, si on rentre dans le détail, j'ai vu que PowerPoint fait des trucs comme ça maintenant.
Si on rentre dans le détail, on a donc la phase d'avant-vente, où on a donc les échanges sur le besoin et la réalisation du devis. On est dans une phase où on a beaucoup d'échanges qui sont faits en présentiel, donc des rendez-vous physiques. On a des échanges qui sont faits par mail, et les autres moyens, le téléphone ou par exemple la visioconf, c'est nettement moins utilisé. Pendant le projet, on a beaucoup de réunions qui vont être réalisées en présentiel, énormément de coups de fil, et c'est le moment où il va y avoir le maximum d'interaction en fait entre les deux équipes suivant les différentes modalités d'interaction. Et après le projet, c'est là que les choses vont se distendre un tout petit peu, les points de contact vont s'espacer un petit peu, ce qui est logique, on n'est plus dans la démarche où on conçoit ensemble tout le temps, on n'a plus besoin de beaucoup se rassurer mutuellement, et donc à ce moment-là, on va être beaucoup moins sur du présentiel, et donc sur des moyens qui vont être des moyens de communication beaucoup plus numériques. Alors ce que ça signifie typiquement, là, c'est cette représentation-là avec tous les moyens de communication, c'est qu'en matière de service, il faut penser les choses de façon globale. Il faut penser le service de manière globale. De la même façon que quand on conçoit une application, il faut envisager, quand on conçoit un service digital, il faut penser tous les points de contact avec le service. Peut-être que vous proposez un service via une application, via un site internet. Voilà, il faut penser le service dans son ensemble. Là, ici, on pense le service suivant les modalités humaines, le téléphone, le mail et la visioconf, pour essayer de concevoir quels sont les points de friction qu'il va y avoir suivant chacun de ces axes et comment est-ce qu'on va pouvoir les améliorer, penser l'expérience de manière cross-canal. Si on regarde les besoins plus individuels, alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que au départ du projet, on a des utilisateurs qui sont d'abord la responsable achat, c'est l'adéquation du budget à la presta. La chef de projet, elle est un peu floue sur les définitions et donc il va falloir la rassurer là-dessus. Le responsable technique, comme on disait, lui il est très attentif au respect du planning parce qu'il a une équipe à piloter. Et la start-up, eux, comme ils connaissent bien le domaine, ils ont une représentation qui est très précise de leurs attentes. Si on passe à la deuxième étape, ce qu'on voit au moment où le projet se déroule, c'est que le responsable achat, si on interagit avec lui, ça sera pour lui apporter des preuves que le projet avance bien comme prévu et qu'il n'a pas jeté son pognon par les fenêtres. Le responsable technique, c'est le moment où lui il nous fait émerger des inquiétudes en termes d'implémentation du résultat. La chef de projet, elle, de son côté, elle subit de fortes pressions et donc elle doit gérer le planning qui change, les ressources qui tournent, les livrables qui évoluent, toutes ces choses-là. Et la start-up, eux, ce qui leur importe, c'est de participer le maximum et donc de pouvoir itérer, faire des retours continus. Et enfin, pendant la dernière étape, au moment où on restitue et qu'on facture, le responsable achat, lui, ce qui l'intéresse, c'est le bilan de l'activité réalisée. Bon, la chef de projet, elle veut plus rien, hein. La mission, elle est terminée, elle a un prestat de moins à gérer, c'est juste la fête. Laissez-moi tranquille, barrez-vous. Le responsable technique, lui, il veut tirer des leçons pour mieux intégrer l'UX la prochaine fois. C'est quelque chose qu'on constate assez régulièrement. Le pilotage technique en fin de mission nous demande très souvent un retour d'expérience pour que la fois d'après, ils partent pas from scratch et qu'ils tirent de vraies leçons pour améliorer vraiment le processus. Et puis la start-up, ils espèrent pouvoir continuer sur leur lancée gratuitement parce que évidemment, moins ça coûte cher, mieux c'est quand même pour tout le monde. Et donc du coup, si on regarde d'un point de vue émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on va constater que on va être en décalage de phase de manière assez régulière. Alors au départ, l'équipe du X, au début, il y a un nouveau client qui arrive, du coup elle est au taquet, elle est hyper enthousiaste, youpi, il y a du pognon potentiellement, et le client, lui, il est un peu inquiet, il ne sait pas trop comment ça va se passer, il vient chercher un prestat dont il maîtrise peut-être pas tout à fait le domaine de compétences, donc voilà, il est pas au top. Au moment de la réalisation du devis, alors là c'est le moment où il faut sortir les Kleenex, parce qu'il est très triste. Nous un petit peu moins, on est quand même drôlement contents. Et donc, de toute façon, chaque fois qu'on fait un premier devis, c'est trop cher. C'est la première règle du marchandage, je suppose. Quand le projet se lance, on va être en décalage de phase assez permanent. C'est-à-dire que nous, chaque fois qu'on est content, on présente un truc au client, il était très inquiet et du coup, il va être très content ensuite, mais il va nous faire plein de retours, il va falloir qu'on corrige et du coup, c'est nous qui n'allons pas être contents. Du coup, on est en décalage de phase permanent jusqu'à ce qu'on converge progressivement vers quelque chose qui nous convient à tous les deux. Et puis, au moment de la restitution, ça a le gros avantage que
Le client, lui, il voit le résultat final, il est quand même drôlement content. Enfin, il a le fruit du travail qui a été mené et de son investissement. Par contre, pour nous, en matière de stress, on est au top. Et une fois que la restitution s'est terminée, étant donné qu'on est obligé de reparler d'argent, nous, on est hyper content et c'est le client qui l'est plus tellement. Mais il est quand même plus content qu'au début parce qu'on a fait du super travail et c'était chouette de travailler avec nous. Voilà, du coup, on a ce support-là qui nous donne une vision d'ensemble, qui nous permet d'identifier plein de points spécifiques d'amélioration. On a modélisé les cibles et on a modélisé leur parcours. On a identifié pour ces cibles-là les besoins et les attentes. Et donc, là, on est à l'étape où le nouveau service peut être spécifié. Et donc, du coup, on rentre dans l'étape de spécification. Alors, on identifie par des méthodes de regroupement d'informations, par des méthodes expertes d'analyse de l'information, par des méthodes statistiques et sémantiques éventuellement. Là, on a identifié 4 catégories de besoins spécifiques. On a d'abord le besoin de démontrer la valeur du service qui est proposé. C'est-à-dire, il faut montrer le service qui peut être proposé, le résultat qu'on peut obtenir. Il ne faut pas le décrire. Le décrire, c'est ambigu. On peut arriver à plein de représentations différentes. Il faut montrer, il ne faut pas décrire. Il ne faut pas jargonner parce que tout le monde ne parle pas notre langage technique. Et donc, du coup, il y en a qui comprendront et il y en a d'autres qui vont rien comprendre. Et puis, dès le départ, il faut faire attention à rassurer le client. C'est une prestation de service, ça coûte de l'argent, il y a un investissement, donc il faut faire le maximum pour le rassurer. Le deuxième point, c'est le fait de développer une compréhension commune. C'est-à-dire qu'il y a plein de contraintes qui vont arriver en cours de projet. Si ces contraintes, elles ne sont pas émises dès le départ, si nous, on n'a pas cette représentation-là, on fait des choix qui ne sont pas adaptés. Et donc, du coup, on itère et ça crée de la frustration dans les deux camps. Donc, impliquer toutes les parties prenantes dès le départ. Et définir le but du projet. Le but réel, pas le but pour lequel le client vient voir le prestataire. Le but réel, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a des enjeux en termes de marketing, en termes politiques, en termes internes, en termes de... Voilà, quels sont les enjeux? Il faut itérer, mais itérer raisonnablement. Point trop n'en faut. Il faut itérer pour que le client puisse avoir une représentation, mais il ne faut pas non plus se retrouver à faire de la livraison en continu, de la livraison absolument toutes les 2 heures, qui là devient contre-productive et empêche de produire du jus de cerveau de manière constructive. Il faut faciliter la collaboration en incluant tout le monde au départ, donc ça on en a parlé, et en protégeant l'équipe, les collaborateurs des parasites éventuels. Il faut qu'il y ait un parapluie qui protège les opérationnels, qui protège les gens qui sont en train de concevoir des facteurs extérieurs, du bruit sur le signal. D'avoir ces informations, ça ne fait que les desservir. Et donc, pensez à envoyer des informations régulièrement pour rassurer l'ensemble des parties prenantes sur l'avancement du projet. Et enfin, définir des attentes qui soient raisonnables pour tout le monde. Donc dans un premier temps, pensez à lotir le projet. Découper le projet en lots, c'est s'assurer qu'on a des livrables qui arrivent aux instants qui sont les plus adaptés pour les différentes parties prenantes. Ça leur permet de suivre le projet. Éventuellement, ça leur permet de sortir du projet s'ils en ont besoin. Ça a plein de vertus. Proposer un planning prévisionnel, parce qu'il y a, comme on l'a vu, certains personas qui ont des besoins qui sont très forts par rapport à ça. Et enfin, identifier les livrables intermédiaires et les attentes du client. Il y a ces 2 choses. Il y a à la fois le fait que... on doit fournir des informations à mi-parcours, mais nous, on a besoin d'informations aussi. Et il faut que dès le départ, ça soit clair. Quelles sont les informations que le client doit nous fournir pour qu'on puisse travailler sereinement? Et donc, du coup, on arrive alors à un storyboard, un petit récit graphique de ce à quoi va ressembler notre service. Alors, voilà, on a toujours notre beau pull en V bleu. On retourne voir notre client avec notre service V2. Là, on imagine comment ça pourrait se passer. Alors, on lui fait une proposition et puis on lui explique que, alors là, le projet, il est découpé en lots, ce qui va lui permettre d'arrêter la mission à chaque étape. Et puis on lui explique aussi, on lui argumente le taux qui est appliqué. Parce qu'on n'a pas envie qu'à la fin du projet, le client nous dise dites donc que c'était drôlement cher, ou qu'au départ, il nous dise je comprends pas très bien pourquoi mon copain de la start-up d'à côté, vous lui avez fait un tarif qui était 2 fois moins cher. C'était juste parce qu'il était 2 fois moins chiant. Ensuite, il y a l'avant-vente. On lui a livré un devis, on lui livre un document complémentaire qui est un document argumenté et qui est le détail de la prestation. Et dedans, il y a les délivrables qui sont détaillés, on présente exactement ce à quoi ça va ressembler, et c'est illustré par des exemples qui proviennent de missions précédentes. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Il voit très bien ce que les autres clients ont obtenu, il ne se fait pas de représentation qui soit erronée. On lui présente le planning qui est détaillé avec l'ensemble des points de contact et dès le départ des dates de livrables et des dates d'échange.
Il y a les profils des personnes qui vont travailler sur le projet. Comme ça, dès le départ, on personnalise la relation avec le client. Il sait quels sont ses interlocuteurs et quel est leur background. Et enfin, un point qui est important, c'est qu'on peut mettre en place avec le client une charte de transparence. On lui dit, nous, on va être transparent avec toi. Quand tu nous demanderas des choses qui ne sont pas faisables, on te le dira. Et quand toi, tu n'es pas satisfait, tu oseras nous froisser parce qu'on n'est pas des artistes, on est des développeurs comme les autres. Au moment de la réunion de lancement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un échange avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, du coup, ça permet d'avoir les contraintes. Ensuite, pendant la conception, on impliquera régulièrement le client pour qu'il puisse donner ses inputs au fur et à mesure, que lui aussi soit force de proposition. Au quotidien, le client aura un point de contact unique qui sera son interlocuteur, qui pourra lui expliquer pourquoi est-ce que le projet dérive, à qui il pourra donner ses nouvelles contraintes éventuellement, qui lui le rassurera en termes d'échange et qui protégera l'équipe des inputs qui ne seraient pas complètement essentiels. Et enfin, on met en place un système qui permet d'échanger numériquement avec le client, sur lequel il puisse faire des retours éventuellement sur les maquettes qui lui sont proposées. C'est centralisé, ça permet de bosser à distance de manière asynchrone, et en complément, on met en place des points systématiques. Tous les X jours, on se retrouve, et si jamais vraiment il y a besoin, on fait un point intermédiaire, mais dès le départ, on met en place le fait que c'est tous les X jours, et on essaye le moins possible de déroger. Et du coup, à quoi on arrive? Tous les problèmes sont résolus. Et donc, du coup, on a un client qui est hyper heureux. Alors du coup, pour terminer, ça c'est la fin du round 4. On a rédigé les specs générales, on a mis en place un storyboard qui représente le service, on lance le développement ou le prototype, et la dernière étape, voilà, c'est d'aller évaluer le prototype avec les utilisateurs. Alors comment ça se fait une évaluation? Il y a deux manières de le faire, une évaluation. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'évaluation experte. Ça, c'est notre cœur de domaine, c'est-à-dire que, comme je vous disais, on est expert du facteur humain, de l'homme, de son fonctionnement, de comment ça se passe dans sa tête, on comprend bien comment ça se passe sous le chapeau du client, et du coup, comme on sait bien comment ça marche, on est capable d'identifier les points de frustration, les difficultés potentielles, toutes ces choses-là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évaluation experte. Et la deuxième possibilité, c'est les tests utilisateurs, c'est-à-dire que on met le service à disposition d'utilisateurs, on met en place des scénarios, et du coup, ça permet d'identifier de nouveaux axes d'amélioration. Et puis comme j'arrive à la fin de la présentation, ça va être le meilleur moyen de vous dire que si vous voulez être vous aussi bêta-testeur, on charge des gens qui voudraient travailler avec nous, pas gratuitement, ça sera le meilleur moyen de vérifier si on a un bon service ou pas. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Un peu de questions? Des questions?